La bataille de la Restigouche. La bataille navale qui définirait finalement où le français et l'anglais seraient parlés dans les maritimes canadiennes. 200 ans plus tard, un fait incroyable de plongée sous-marine et archéologie a finalement apporté ces mystères à la surface. Des vues époustouflantes tout en haut de la baie des Chaleurs jusqu'aux profondeurs de la rivière Restigouche, embarqués sur un voyage fascinant qui ont façonné l'histoire, la culture et l'économie maritime de la Gaspésie dans ce qu'il est aujourd'hui. Septembre 1759. Québec a juste tombé aux Anglais, plongeant l'avenir de la Nouvelle-France dans une situation désespérée. Le 10 avril 1760, la frégate Le Machault est partie de Bordeaux sous les ordres du lieutenant François Le Giraudet, avec 5 navires marchands. Sa tâche est de livrer des provisions et des troupes au Québec. Au mi-mai, la flottille française arrive dans le golfe du Saint-Laurent. Cherchant un port de refuge, la Giraudet dirige sa flotte à la baie des Chaleurs, où il jette l'ancre dans la rivière Restigouche près d'un village Micmac, qui était des alliés de la France. Quand les Anglais sont arrivés à la fin de juin, les Français ont essayé de les attirer vers l'établissement acadien de Pointe-à-la-Batterie. Leur attaque surprise était déjouée lorsque les Anglais ont contourné le blocus et ont incendié le village, marquant le début officiel de la bataille de la Restigouche. La milice française et acadienne bat en retrait pour se regrouper avec le Machault. Ils ont installé 2 nouvelles batteries sur la rivière près de Pointe-aux-Sauvages, qui est aujourd'hui Campbellton, Nouveau-Brunswick. Mais les Anglais ont battu rapidement ces batteries, forçant la Giraudet plus en amont. Le 8 juillet, 2 navires anglais se font fait avec le Machault. Se rendant compte qu'il est acculé, la Giraudet saborde le Machault et le navire marchand Bienfaçon pour empêcher les Anglais de capturer leur cargaison. Les forces françaises ont replié sur le rivage. Leur défaite à la bataille de la Restigouche, ainsi que la chute de Montréal quelques mois plus tard, a pratiquement scellé le sort de la Nouvelle-France. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de la bataille là-bas. Avancé 200 ans jusqu'en 1960, quand les plongeurs plongeaient au fond de la rivière Restigouche et tombaient sur une épave. Mais ce n'était pas n'importe quelle épave qu'ils ont trouvée. Ils ont trouvé le Machault. Et dans une des plus difficiles fouilles archéologiques dans l'histoire moderne, les équipes canadiennes ont pu récupérer des pièces du Machault et les rendre à la surface. Parce que l'épave était pratiquement enterrée dans une boue épaisse et très froide, il était parfaitement préservé. Et vous pouvez voir les artefacts de l'épave, des armes et aussi des pièces du Machault, exposés au lieu historique de la bataille de la Restigouche, à Pointe-à-la-Croix, Québec. Donc, ça c'est une pièce actuelle de la frégate française, le Machault. Et en fait, vous pouvez encore sentir la boue, parce qu'elle a été enterrée dans la boue dans la rivière. Vous pouvez encore sentir très faiblement la boue dedans. Et bien qu'elle ait été détruite avec le Machault, je ne sais pas si le Bienfaçon est déjà trouvé. Et un autre petit fait intéressant, morceau de l'histoire, n'importe quel vous voulez l'appeler, sur la bataille de la Restigouche, c'est lorsque les Anglais et les Français ont signé le traité de paix terminant la guerre de 7 ans, la guerre dont la bataille est une partie. Les Français ont accepté de céder le reste de ce qui est aujourd'hui le Canada aux Anglais. Mais en retour, les Anglais ont rendu le contrôle total des îles de la Guadeloupe et la Martinique à la France. Donc ouais, ça c'est la bataille de la Restigouche, un autre morceau de l'histoire maritime fascinante ici au Québec. Et maintenant, nous passons au parc régional du Mont-Saint-Joseph pour plus de belvédères et vues spectaculaires. Eh bien, voici nous allons, en haut de la montagne. Si le trajet jusqu'ici est une indication, la vue au sommet sera absolument spectaculaire. Ce panneau-là indique simplement que les pentes sur cette route atteignent jusqu'à 32%. Cela devrait être intéressant.
Mon Dieu, c'est une colline abrupte. Donc, nous sommes arrivés au sommet du mont Saint-Joseph. Vous ne pouvez pas voir les vues derrière moi, parce que j'essaie de me cacher du vent ici, mais elles sont absolument spectaculaires. Nous sommes à peu près 500 à 600 mètres d'altitude ici. Il y a un autre belvédère au vrai sommet. Donc allons-y. Mais oui, vous devrez pouvoir m'entendre avec le vent maintenant. Mais voilà la vue, et nous restons souvent sur le stationnement. Donc, voici, c'est le belvédère. Ça c'est pourquoi vous venez dans les endroits comme Mont Saint-Joseph. Jetez un œil à cette vue. Donc, ce que vous regardez ici, là-bas sur la côte, c'est le village de Carleton-sur-Mer, et vous pouvez à peine voir le Nouveau-Brunswick de l'autre côté. Mais si vous ouvrez, regardez par là, c'est le grand océan. Je n'ai aucune idée jusqu'où va cette promenade ici, mais c'est magnifiquement beau. Donc, cette chose ici est intéressante. On dit que si on regarde bien, là-bas, il y a actuellement la toundre sur la Gaspésie. Et je vais prendre des risques et supposer que c'est probablement tout en haut du parc national de la Gaspésie. Car là-bas, c'est où vous trouvez les points les plus hauts de la Gaspésie. Vous avez aussi, au sommet de la montagne ici, cette belle petite église. Eh bien, voici une âme courageuse, un homme sur un vélo, chargé des trucs essayant de gravir cette colline géante. Eh bien, vous avez vu le panneau. Les pentes varient de 13 à 32% sur cette colline, donc vos freins du moteur ne fera que tellement des choses là-dessus. Il faut utiliser les freins parce que même dans le rapport le plus bas que j'ai, ce truc continue à me fuir en descendant certaines de ces collines. Mais oui, quoi que vous faites, ne roulez pas vos freins en bas de cette colline. Vous les brûlerez et les perdrez. Mais oui, c'est toujours très thérapeutique d'être sur l'eau, juste à côté de l'océan comme ça. Nous l'avons vu sur la côte californienne l'été dernier, et nous le reverrons maintenant ici, à la Gaspésie. Donc, il y a une installation de Parc Canada ici,
qui parle de l'histoire et l'industrie de la pêche et à quel point les fruits de mer sont importants pour toute la Gaspésie. Mais je l'ai passé devant et j'ai trouvé cette petite plage magnifique sur laquelle nous pouvons se promener. Donc nous allons seulement promener sur la plage et apprendre l'importance de la pêche et les fruits de mer pendant que nous marchons sur la plage. Et j'ai juste mis ma main dans l'eau là-bas. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque nous étions en train de couvrir l'ouragan Lee au Cap Cod il y a quelques semaines, ce qui en fait nous a empêchés de venir ici. J'ai recherché la température de l'eau à Bar Harbor, Maine quand l'ouragan Lee passait, et il était 13 degrés. Et l'eau ici est vraiment froide, mais je ne pense pas qu'elle soit froide à 13 degrés. Je suppose que c'est probablement entre 15 et 18. J'ai recherché la température de l'eau à Percé et c'est 13 degrés. Mais il se démarque beaucoup plus dans l'océan qu'ici. Et je suis à Passepébiac. Une autre chose intéressante à propos de la température de l'eau ici, c'est que la baie qui est devant moi, vous ne pourrez pas la voir parce qu'il regarde directement vers le soleil. Elle s'appelle actuellement la baie des Chaleurs. De quoi j'ai lu en ligne, elle tire son nom de la température de l'eau dans la baie, qui est visiblement plus chaud que partout ailleurs dans les environs. Alors quand je mets ma main dans l'eau et ils sont plus chauds, vous pouvez remercier la baie des Chaleurs. Et il y a en fait une jolie petite langue de terre ici, auquel vous pouvez faire un randonnée, quelle je suis sûr à la marée plus haute est probablement une île. Mais je vais aller l'explorer. Je n'ai pas le réalisé, mais il y a une phoque qui s'est détendue sur la plage juste ici. Salut mon ami. Il prend sa sieste du milieu de l'après-midi, mais nous n'allons pas le déranger. Nous allons continuer. Mais oui, voilà la fin de cette petite langue de terre, qui n'est pas vraiment le bout du monde. Nous y reviendrons dans quelques jours au Parc national Forillon. Mais ça sent certainement comme ça ici, sur cette petite langue de terre, à Passepébiac, Québec. Et probablement vous ne pouvez pas le voir, mais juste là, dans tous les reflets du soleil, il y a 2 phoques, juste à quelques mètres de la plage. Donc oui, tout comme en la Nouvelle-Angleterre, l'industrie de la pêche et des fruits de mer ici en Gaspésie est d'une importance cruciale. Vous savez, pour les deux, leur culture, leur économie et finalement leur bien-être. Il semble que chaque petite ville dans laquelle vous conduisez ici, n'importe où vous regardez, il y a une sorte de poissonnerie ou de restaurant des fruits de mer ou quelque chose comme ça. Et il semble que partout où vous vous tournez, il y en a là-bas. Et cette région prétend avoir certains des meilleurs homards dans le monde aussi. Je ne sais pas si je vais les essayer ou non. Je pourrais m'en sortir à bas prix. Mais une chose que je vais essayer, et cela remonte à mes jours de voyage à Puerto Peñasco, au Mexique. Mais une fois que nous arrivons aux côtes nord de la Gaspésie, il y a une petite ville là-haut, et je ne sais pas le nom en ce moment. Mais il y a soi-disant une sorte de crevette d'eau froide que nous avons dans ces eaux au large de la Gaspésie. Et il y a cette petite ville là-haut qui prétend avoir les meilleures crevettes dans la région, que je vais probablement essayer pendant que je suis là-haut. Mais ça sera encore dans plusieurs jours.
Mais oui, je pense qu'à partir de là, nous nous dirigeons vers la ville Percée, qui possède le monument le plus emblématique dans toute la Gaspésie. Ça, c'est où nous allons, aux chutes. Il y a un autre ouragan qui vient pour les maritimes canadiennes.